dans votre ville, c'est Monsieur le maire. Et je veux le féliciter parce qu'il est là au premier rang. Il est venu me saluer, mais c'était pas écrit sur son front, c'était Monsieur le maire. Bon, j'ai salué un monsieur, puis après il est revenu, on m'a dit c'est le maire. Ah, j'ai dit bon, je ne savais pas. Et je tiens à le remercier parce qu'il est présent souvent. Les maires, ils viennent, ils vous saluent, ils se cassent. Ils ont toujours pris pour des inaugurations. Et là, ça veut dire qu'ils s'intéressent à votre santé. C'est pas mal, ça. C'est original. Surtout dans un moment de notre société qui est très intéressant et qui est en train de changer. Figurez-vous que je suis un homme de santé, vous le savez, je suis chirurgien, je suis cancérologue, etc. Mais ce que le grand public m'a appris, au fond, c'est pas la maladie. La maladie, je la connais en tant que thérapeute, en tant que homme de santé. Mais c'est que le grand public, il s'intéresse plus à la santé. Et nous, les médecins, nous nous intéressons à la maladie. C'est quand même... Et vous savez, cette prise de conscience, c'est pas si évident que ça pour un médecin. Moi-même, j'ai mis du temps. Alors, j'avais ma femme qui me harcelait, mais bon, je trouvais qu'elle me harcelait un peu trop. On était trop proches, quoi. Et puis finalement, je me suis rendu compte que, effectivement, le point clé de notre société, c'est la santé. Nous remplissons les hôpitaux, nous remplissons les centres anticancéreux. En 2017, de plus en plus de patients, puis de maladies graves. Nous arrivons d'Espagne, nous avons formé une cinquantaine de patients atteints de cancer à des stades évolués pour leur apprendre pourquoi ils étaient malades. Ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est pas la roulette russe le cancer. Mais ça n'est pas pour les culpabiliser. C'est nous, médecins, qui devons être culpabilisés parce que nous n'informons pas sur la prévention. Et nous sommes ici dans une ville de prévention, aussi de traitement pour l'asthme, les problèmes cutanés, mais aussi de prévention. Et c'est là que se situe le point d'avenir. Les à peu près 50 patients que j'ai vus, j'ai vu tous les dossiers, bénévolement, ça m'a pris chacun une bonne heure. Chaque fois, je me disais, mais je ne le disais pas aux patients, si ces personnes avaient été informées, elles ne seraient pas là devant moi avec un cancer. Et vous voyez, après les 5 jours de formation, il y avait d'autres collègues comme moi-même, des naturopathes, des ostéopathes, pas de cancérologues, des gens passionnés par la santé. Il y a eu une petite fête sympa, on a sorti un peu de champagne, et puis de la musique, on a un peu dansé. Si vous aviez été là, vous m'auriez dit, mais personne n'est malade ici. Et moi, je connaissais les dossiers des patients. Et ces gens-là, ils avaient retrouvé, je dirais, une espèce de désir de vivre, de bonheur de vivre, de conscience que leur maladie n'était pas nécessairement pour évoluer vers des récidives. Dans les centres de cancérologie, qui n'est pas très loin d'ici, à Clermont, comme à Montpellier, comme à Bordeaux, comme à Paris, on convoque régulièrement les patients après qu'ils aient eu un premier traitement. Et on leur met la peur au ventre. Parce qu'il faut faire des radios, des échos, des scanners, des IRM. Il faut que je vous revoie. Oui, c'est vrai. Mais au lieu de dire aux personnes, écoutez, il faut que je vous revoie pour savoir si vous suivez bien les conseils que je vous donne pour éviter la récidive, c'est ça qu'il faudrait dire. On dit, venez parce que il faut que je détecte la récidive le plus tôt possible. Déjà, on vous la promet, quoi. Donc, on vous stresse. Et le stress est un élément important. J'ai écrit un bouquin récemment, j'ai écrit beaucoup de livres. Pourquoi j'écris beaucoup de livres? Parce que je veux faire passer des messages. Et que je n'ai pas accès, sauf exception, avec Sophie Marceau. 9 minutes. Le jour où on m'appelle en me disant Sophie Marceau veut vous voir, j'ai dit aïe aïe aïe. Elle est malade, quoi. Donc quelqu'un m'appelle, en général, c'est pour une mauvaise chose. Je dis pourquoi elle m'appelle, pourquoi elle veut me voir? Je la connaissais comme vous, c'est-à-dire comme artiste, mais je n'avais pas de lien particulier avec cette personne. Et on me dit non, non, on ne sait pas pourquoi elle veut vous voir. Alors là, si en plus on ne sait pas, c'est que c'est secret, donc c'est qu'il y a un problème. Et puis 4-5 jours après, on me dit mais elle vous invite chez Drucker. Ouh, j'ai dit danger, c'est la télé ça.
Je dis, moi, je veux que du direct. On me dit, c'est comme du direct. Vous savez, on vous coupe, hein. Bon. Finalement, on m'a dit, vas-y quand même, parce que tu vois, elle est honnête, lui aussi. Bon, j'y suis allé. Quand je suis rentré sur le plateau, j'ai dit, bonjour madame, mais comment vous me connaissez? Elle me dit, mais tout simplement parce que il n'y a que 2 personnes que j'écoute dans ma vie, c'est ma maman et vous. Moi? Pourquoi? Parce que je vous ai vu sur YouTube. Et comme ma surveillante, un jour j'arrive à l'hôpital, j'étais en train de regarder les dossiers des malades avec les infirmières, et puis devant toutes les infirmières, elle dit, Monsieur Joyeux, j'ai passé la nuit avec vous. Je dis, mais j'ai aucun souvenir. Alors, comment vous avez fait pour passer la nuit avec moi? Je ne m'en souviens pas. Elle me dit, je me suis couché, j'ai pris mon iPad, j'ai regardé YouTube, je vous ai suivi pendant 2 heures. J'ai fait un petit regard enveloppant, elle en avait bien besoin d'écouter mes conseils. Hein. Bon, elle va beaucoup mieux depuis. Alors c'est sûr que le sujet qui a été choisi est un sujet important. Et les patients ou les non-patients vous disent toujours, docteur, comment je dois m'alimenter? Les gens ont compris qu'il y a une relation entre notre alimentation et notre santé. Entre ce que nous mettons dans ce que j'appelle le palais des saveurs, on va voir pourquoi, et au fond les conséquences sur notre santé. Il faut savoir que dans votre tube digestif, depuis là jusqu'en bas, vous avez un système immunitaire, un système de défense. C'est 80% de vos défenses immunitaires. 80% de vos défenses immunitaires sont liées à votre alimentation. C'est pas rien. Ça, c'est démontré scientifiquement. Même notre nouvelle ministre de la Santé le sait. Elle est professeure de cancérologie, je la connais bien. La seule chose, c'est qu'elle commence mal. Elle a commencé bien en disant il faut avoir la génération sans tabac. Là, je suis d'accord. Mais elle commence mal en disant, dans le Parisien, en réalité, elle nous teste. Hein. Elle nous teste tous. Je vais vous injecter 11 vaccins obligatoires parce que je suis lié au relais de MST. Marisol. Celle-là, elle a été rejetée totalement pour sa politique de santé, par le corps médical, par le peuple, par tout le monde. On ne va pas déguster les mêmes conneries qu'avec la précédente. Hein. Attention, hein. On n'a pas demandé un changement pour avoir la même chose. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les abus, c'est pas la même chose. Et les abus, il y en a, et ils sont absolument excessifs. Mais revenons sur le domaine de notre alimentation. Évidemment, les gens, ils vous disent, docteur, est-ce que vraiment je dois manger bio? Est-ce que je dois manger raisonné? Parce que il y a l'agriculture biologique, mais vous pensez vraiment que des figues qui viennent du fin fond de la Turquie, qui sont bio, elles sont bio? Grimace, hein? Non. Moi, je suis pour une alimentation qui soit de proximité, si possible issue d'une agriculture de qualité, qu'elle soit biologique, qu'elle soit raisonnée, mais pas avec des pesticides à la pelle, soyons clairs, parce que les pesticides, ce sont des perturbateurs endocriniens, et ces perturbateurs endocriniens, ils nous perturbent tous, que ce soit le papa et la maman quand ils font un bébé, puisqu'on retrouve des anomalies qui ne sont pas des anomalies génétiques, qui sont des anomalies épigénétiques. Et je veux tout de suite vous expliquer la différence entre la génétique et l'épigénétique, qui est facile à comprendre. La génétique, elle vous donne les yeux bleus et vous ne les changerez pas, votre taille, un certain nombre d'éléments de votre corps et de votre caractère. Mais l'épigénétique, c'est facile à comprendre quand vous observez 2 abeilles qui sont issues de la même reine. Elles n'ont pas nécessairement le même papa. Vous savez que les abeilles mâles, pour féconder la reine, c'est en vol. Imaginez que vous deviez féconder votre femme en vol. Et ensuite, mort. Bon, on serait tous morts. Hein. Mais ça veut dire que les 2 abeilles, ce sont des demi-sœurs, au fond. Puisqu'il y a beaucoup de mâles qui passent vers la reine, n'est-ce pas? Ben, ces demi-sœurs, il y en a une, vous allez lui donner à consommer de la gelée royale, et l'autre, vous allez lui donner à consommer des choses normales de son alimentation, des choses qui sont sucrées, du miel, tout ce qu'elle va chercher sur les fleurs, etc. Celle qui va consommer la gelée royale, elle va avoir un corps de reine. Un corps de reine. C'est-à-dire beaucoup plus gros, vous le repérez à l'œil nu.
par rapport aux autres, et puis elle va dire aux autres au boulot, hein. Les ouvrières, faites ça, vous allez nettoyer la ruche, vous allez enrober le petit lézard qui vient de rentrer dans la ruche et qui n'a rien à foutre là, etc. Bon, vous voyez, à la fois, ça va lui donner un corps et ça va lui donner un caractère. Donc vous comprenez là que simplement l'alimentation sur cette image de ces deux demi-sœurs abeilles, eh bien, ça fait un corps différent et ça fait des fonctions qui sont différentes. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. Lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous sommes dans un état, disons, compliqué sur le plan psychologique, regardons un peu ce que nous consommons. Et parfois, nous mangeons n'importe quoi et n'importe comment. Vous savez, notre alimentation, elle n'est pas si compliquée que cela, mais on nous l'a compliquée. Pourquoi? Parce qu'on nous fait des plats tout préparés, parce que l'industrie va s'occuper de nous. L'industrie, l'agroalimentaire, qui va tout nous préparer, etc. Laissez tomber tout ça. Et lorsque vous avez des publicités sur les médias, quels qu'ils soient, radio, télé, première chose à retenir, tout ce que vous dit la télé, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Donc c'est sympa, parce que moi, vous savez ça, j'achète pas. Voilà. Ça changera, ça changera. Vous savez, ça changera, pourquoi? Parce que les publicitaires ne sont pas complètement idiots, hein. Quand ils font une publicité, ils vous testent. Ils vous testent avant au niveau du goût, ils vous testent après, parce qu'après, il y a bien des caméras dans les supermarchés qui ne sont pas simplement pour repérer celui qui va voler, mais pour repérer, est-ce que vraiment vous exécutez ce que vous a dit la télé en publicité? Est-ce que vraiment vous achetez? Et là, ils se rendent compte. Et donc, on essaye de nous influencer, mais cette salle qui est pleine ici ce soir démontre bien que vous avez pigé, que c'est fini de vous faire avoir, fini d'être des consommateurs. Vous voulez être acteur de votre santé. Et ça, c'est la clé. Seulement, le problème, c'est que vous êtes un peu tiraillé parce que vous avez des émissions à la radio, à la télé, où on vous dit il faut faire ceci, puis un autre vous dit exactement l'inverse. Bon, il faut voir quels sont les intérêts des uns et des autres dans tout ce qu'ils nous présentent au niveau de l'alimentation. Et je vais essayer de serrer pour des conseils assez précis. Vous avez d'abord, parmi les aliments qu'on nous propose, d'une manière très régulière, le problème des produits laitiers. Alors attention, je ne suis pas un taliban des produits laitiers, un taliban contre les produits laitiers. Je suis simplement quelqu'un qui connaît maintenant, qui travaille, qui réfléchit en fonction de ce que l'on nous propose. Pour les plus anciens d'entre vous, comme moi, vous vous souvenez parfaitement que votre maman, quand vous étiez enfant, elle faisait bouillir le lait. Et quand on faisait bouillir le lait qu'on allait chercher chez le vacher, ben, il y avait la crème épaisse, et cette crème épaisse, on en faisait de bonnes choses. Et pourquoi maman faisait bouillir le lait? Parce qu'elle voulait qu'il soit stérile, c'est-à-dire que nous ne risquions pas d'attraper une maladie infectieuse, tuberculose, hein. Il y avait la tuberculose bovine qui existait à l'époque, et qu'on pouvait nous transmettre. Mais ce qu'elle ne savait pas, et elle était géniale, et maintenant on le sait sur le plan scientifique, c'est que dans cette crème épaisse, eh bien, il y avait les facteurs de croissance qui sont normalement présents dans le lait de la vache issu du pis de la vache, qui sont destinés au veau. Et ces facteurs de croissance, ils sont destinés à la croissance du petit de la vache qui s'appelle le veau. Il ne s'appelle pas Karim ou Jean-Baptiste. Vous comprenez? Bon. Le petit Karim ou Jean-Baptiste, lui, en une année, il prend 5 kilos, nourri par le lait de sa maman. Pas nourri, si, on ne l'impose pas. Par contre, le veau, ben lui, il prend 365 kilos en une année. Vous comprenez? Bon. Mais on n'a pas essayé de donner le lait d'une maman humaine à un veau. Un, il ne grandirait pas. Deux, il se mettrait peut-être à parler. Et oui, parce que dans le lait de la maman, le lait humain, il y a 7 facteurs de croissance, mais qui ne sont pas destinés à faire des articulations de veau, un foie de veau, etc., mais à faire un cerveau d'humain. Et ce petit, en une année, au bout d'un an, il commence à marcher, à courir, on connaît papa, maman, monsieur le maire, etc. Bon, donc, vous voyez, il y a toute son intelligence qui se met en place, avec l'admiration de ses parents. Alors que le veau, il est aussi con un an après quand il est né, quoi. Bon. Donc, ça, c'est un point qui est très important à retenir. Pourquoi? Parce que
Si vous allez chez le vacher comme autrefois et que vous faites bouillir le lait, comme nous faisons quand nous allons en vacances dans les Pyrénées, avec les enfants et les petits-enfants, nous en avons 16, 8 garçons, 8 filles, on va traire les vaches, comme autrefois. Seulement quand on est à Montpellier, on n'a plus la vache dans le jardin, on n'a plus la vache du vacher, etc. Ça n'existe plus. Bon, donc on a du lait ultra haute température, UHT. 24 milliards de litres de lait. Et ces 24 milliards de litres de lait, il faut nous les faire consommer. Il y en a 98% qui passent à ultra haute température pour le conserver. Et il faut qu'on nous le fasse consommer sous toutes les formes. N'est-ce pas? Forme liquide, forme solide, par les trous de nez, en suppositoire, par les oreilles. Il faut les consommer de toute façon. Alors vous avez les actis ceci, les actis cela, on ajoute ceci, on ajoute cela. Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je prescris le yaourt la veille du départ dans l'au-delà. Monsieur, il a fait signe, donc il le sait. Donc le jour où ma femme m'offre un yaourt, je sais que le lendemain, je me casse, quoi. Bon. Donc j'en veux pas, pourquoi? Parce que je le mastique pas, je suis fatigué, j'en peux plus. Demain, je m'en vais, donc c'est normal. Et je lui ai demandé de m'offrir un yaourt à la fraise, parce que j'aime la fraise, mais bon, on a le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller vers des fromages à pâte dure, et tout à l'heure, j'ai pris un fromage de chez vous, je me suis régalé. Vous comprenez? Et il faut que ça ait du goût. Et ce goût, il vous rassasie. Parce que si vous le gardez dans le palais des saveurs, j'ai pas dit la bouche. La bouche, c'est pour se rouler des pelles. Voilà. Tandis que le palais des saveurs, ça a une signification. Ma femme me dit, tu es poète, mais pas du tout. Je suis pas poète. C'est un palais sur le plan anatomique, et c'est les saveurs. Vous avez les papilles sur la langue. Vous avez quel âge, madame? 55 balais. Et vos papilles, quel âge elles ont sur la langue? 55 ans. Pas du tout. Elles ont 10 jours. Mais non, docteur. Mais si, vous les refaites tous les 10 jours. Si vous faites travailler votre palais des saveurs, si vous utilisez ces papilles, vous en avez qui ont des formes de petits filaments, de petites feuilles, de petits champignons, de petites couronnes, de petits calices, tout ça. C'est prodigieux, prodigieux. Mais nous ne l'utilisons pas. Nous faisons comme les chiens, les chats, et on avale. Voilà. Et à ce moment-là, on commence à perdre le goût. Et quand vous commencez à perdre le goût, vous êtes sur le chemin de l'Alzheimer. Qui a envie d'avoir un Alzheimer? Je peux vous aider. Je peux vous aider. Et en plus, votre odorat, tout à l'heure, j'ai pris un ballon de vin. Moi, je l'ai trouvé très bon. Franchement, très bon. D'abord, je l'ai humé. Et puis, je l'ai goûté. Et puis, je l'ai envoyé de la joue droite à la joue gauche, de la joue gauche à la joue droite, avant de l'avaler. J'ai pas fait cul sec. J'ai mis un petit moment après le fromage pour pouvoir le consommer. Et donc, j'ai stimulé à la fois mon odorat et le goût. Et l'odorat, vous le refaites tous les combien? 3 mois. Demain, 1er juillet, août, septembre, en octobre, c'est tout neuf. Non pas que la veille, vous détruisez tout, mais ça veut dire que vos cellules nerveuses, qui sont des cellules qui vous permettent d'apprécier, à partir des papilles, un certain nombre d'éléments grâce à des nerfs qui sont dans notre cerveau qu'on appelle les nerfs crâniens. Nous avons 12 paires de nerfs crâniens, et ces 12 paires de nerfs crâniens, chacun a son rôle. Le premier, c'est le nerf olfactif, le deuxième, c'est le nerf optique qui vous permet de voir. Puis il y en a un fabuleux, souvent les gens, ils en ont entendu parler, vous savez, il s'appelle le nerf vague. Pourquoi on dit vague? Parce qu'il est un peu vague. Parce qu'il démarre au centre du cerveau, et puis il descend, il laisse des fibres au niveau du palais des saveurs, il en laisse le long de l'ésophage, au niveau de l'estomac, au niveau du côlon, il va jusqu'au trou de balle. De là au trou de balle. Et à quoi il sert? Il vous permet de savoir que quand il y a un gaz qui arrive, parfois il faut le garder. C'est lui qui vous le dit. Remerciez-le. Quand vous sentez qu'il y a des choses liquides qui arrivent vite, c'est lui qui vous le dit. C'est pas bon ça? Et cette conscience-là, on pourrait tellement la faire passer sur les médias, à la télé, à la place de Darty dont on n'a rien à foutre après les nouvelles à 20h30. Vous comprenez? Donc, très important ce palais des saveurs. Et puis je vous rappelle que vous avez 32 ratounes. C'est pas que pour la photo et le sourire, c'est pour mastiquer les aliments, pour qu'ils descendent vers votre estomac, non pas sous forme de morceaux, mais sous forme de purée pseudo-liquide. Sinon, l'estomac reçoit des produits qui sont des produits solides, et à ce moment-là, il n'est pas content. Docteur, j'ai un RGO. C'est pas une marque de pâté. C'est un reflux gastro-œsophagien. RGO.
Ben oui, parce que vous mastiquez pas, vous envoyez des morceaux dans votre estomac il n'est pas content, il est obligé de bosser davantage parce que la digestion elle commence là et pas dans l'estomac. Elle suit dans l'estomac, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir plus de liquide acide chlorhydrique. Le pylore, lui, qui est un muscle qui s'ouvre, ben, il ne s'ouvre pas parce que c'est pas prêt. Il s'ouvre que quand vraiment il y a des éléments qui sont relativement pâteux. À ce moment-là, ça va passer vers le duodénum et l'intestin grêle. Donc ça ne s'ouvre pas. Ça veut dire que ça bute sur le pylore et ça reflue. Ça brûle. Ah, si vous voulez vous fabriquer un cancer de l'ésophage du tiers inférieur, je vous aide. Aucun problème. C'est pour ça que je fais parfois des conférences avec un peu d'humour. C'est très important pour faire passer des messages délicats. Voulez-vous un cancer? Lequel? Lequel? Vous voulez un cancer de la prostate? Je vous aide. Du sein? Je vous aide. Du col utérus? Je vous aide. Vous voyez? Alors, on ne sait pas tout sur les causes des cancers, mais on en sait de plus en plus. Et ce que l'on sait, c'est que c'est multifactoriel. Et qu'il peut y avoir l'alimentation, puisqu'on sait que chez les patients atteints de cancer, on trouve dans pratiquement 48 à 50% des cas de mauvaises habitudes alimentaires. Or, ces mauvaises habitudes alimentaires sont à la base de vos défenses immunitaires. Vous savez, on utilisait le mot immunité pour parler de l'immunité d'un député, d'un sénateur qui faisait n'importe quoi, on a bien connu tout ça, c'est en train de changer, fort heureusement. Mais l'immunité, ce sont nos capacités, notre propre corps a une immunité. Vous voyez? Quand vous avez un panari au niveau du pouce droit, ben vous avez fait le diagnostic, j'ai un panari, vous avez mal de chien. Vous appelez le médecin, docteur, j'ai un panari, vous lui donnez le diagnostic. Et le médecin, il ne va pas toucher le panari, vous faire les douleurs. Il va vous examiner votre système immunitaire et il va être content quand il palpe ici, au niveau du coude, un petit ganglion qui est plus important que de l'autre côté. Et au niveau de l'aisselle, la même chose. Et il se dit, c'est bon, le système immunitaire de ce patient fonctionne. Le ganglion, qui est un nœud lymphatique, eh bien, il bloque le staphylocoque qui est là pour qu'il ne passe pas au niveau du reste du corps pour donner une septicémie. Par contre, quand j'examine une dame qui se retrouve avec une boule au sein et qui est inquiète, bon, je regarde la radio, la mammographie, l'échographie, etc. Et puis je vais vite sur l'aisselle. Et dans l'aisselle, j'examine les deux aisselles comparativement. Et quand je sens que du côté de la boule au sein, il y a un ganglion qui est plus dur, qui roule sur la paroi thoracique, sur les côtes, aïe aïe aïe, ça veut dire que le système immunitaire est dépassé, ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être déjà le cancer du sein qui est arrivé sur la métastase ganglionnaire, et donc on est à un stade beaucoup plus évolué, ça sera plus grave, ça sera plus dur au niveau thérapeutique. Donc ce système immunitaire, il est très important que vous le compreniez, et sa base, c'est votre alimentation. Voilà. Ça, c'est absolument capital. Et donc, vous avez compris déjà que le problème des produits laitiers, c'est fromage, ok, mais c'est pas un produit laitier liquide. Ça, c'est la première des choses, parce que vous allez le mastiquer, et ce fromage, prenez celui qui vous fait plaisir, celui que vous aimez, une portion par jour, cela suffit. C'est pas 2, c'est pas 3. C'est pas, je prends un petit pot, ou comme me disait une dame, oh docteur, vous savez, moi je fais très attention, je prends du fromage blanc à 0%. D'accord, 0% de quoi, madame? Ah, elle me dit 0%, et vous savez, je vérifie sur l'étiquette, hein. Donc c'est mieux pour elle. Mais j'ai pas osé lui dire que je voyais le 0% dans ses fesses. Parce que j'ai pas du 0% de sucre. Parce que dans les produits laitiers, vous avez du lactose. Et tout ce qui finit en ose, fructose, saccharose, glucose, etc., ce sont des sucres. Et je vais vous expliquer quelque chose de formidable et qui est très facile à comprendre, c'est que quand vous prenez 1 gramme de sucre de tout ce qui est en ose, ben vous prenez 4 calories, d'accord? 2 grammes, ça fait 8 calories. Et si vous avez une petite calorie qui traîne par-ci par-là, ben 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 calories, c'est 1 gramme de gras. Ah ah! Eh bien, vous transformez 2 grammes, imaginez, ça c'est 2 grammes, vous transformez en 1 gramme. Mais ça c'est 2 grammes de sucre, eh bien imaginez, ça c'est 1 gramme de gras. Et ce gramme de gras, il va se mettre où? Dans les seins, mesdames. Dans le bassin, messieurs. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Nous, ça augmente le cancer de la prostate, nous envoyons 70 000 nouveaux cas par an, 10 000 morts. Non, mais vous imaginez ça? 10 000 morts d'hommes par cancer prostatique?
Mais ça va pas la tête ou quoi? Et pour les femmes, nous en perdons 11 500 par an. Ça aussi, ça ne va pas. Ça veut dire que notre société a un véritable problème d'immunité. Alors, ça va dans les seins, ça va dans le bassin, mais ça va aussi dans la pathologie la plus fréquente que l'on observe aujourd'hui, qui s'appelle le foie. Docteur, pouvez voir le dossier de mon mari? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a? Docteur, mon mari, c'est simple, hein. Il se lève 4 fois la nuit pour uriner. Le monsieur à côté, mais non, 2 fois. Bon, ça commence. Et ensuite, là, il est tout le temps fatigué. Le monsieur, tu exagères. Alors, je regarde le dossier, je tourne des pages, puis je dis, eh, monsieur, vous avez une belle prostate. Il me dit, n'est-ce pas? Je dis, oui, mais 100 cm3, c'est une prostate de veau. Je me calme. Là, il se calme tout de suite. Normalement, c'est 30 à 40 cm3. Et puis, je continue, et puis, je vois qu'il a eu une échographie hépatique ou un scanner. Alors, je vois le résultat, puis je vois qu'il y a un élément dans le compte-rendu qui a été souligné en jaune. Ça, c'est la dame. Monsieur, il est fatigué. Il lit la conclusion. Il a dit, il n'y a pas de tumeur. Bon, lui, donc, il dit, il n'y a pas de tumeur, tranquille, il n'y a pas de cancer. La dame, elle a tout lu. Et elle dit, docteur, ça veut dire quoi que mon mari a une stéatose hépatique? Eh ben, ça veut dire qu'il a le foie gras. Et lui, il dit, je ne suis pas une oie. Donc, vous n'êtes pas une oie, mais vous faites mieux que les oies, parce que les oies, il faut les gaver, et vous, c'est biscuit, whisky. Biscuit, whisky, et oui. L'alcool fort, 1 gramme d'alcool, 7 calories. Et le sucre, 4. 1 gramme, 4, 7 et 4, 11. Il y a le 9. Et le 9, vous le stockez dans votre foie. Et quand vous avez une stéatose hépatique, quand vous avez un foie gras, regardez une oie avant qu'on la sacrifie, elle est épuisée. N'est-ce pas? Et beaucoup de gens sont épuisés parce qu'ils ont le foie gras. Et ça se sait, parce que si on regarde un petit bilan biologique, on a des transaminases qui sont élevées, des enzymes du foie, des gamma-GT. Alors le médecin, il a peur, est-ce qu'il y a un cancer ou pas? Non, c'est que cette personne mange mal. Il faut lui changer ses habitudes alimentaires, pas en lui mettant des interdits. Ça ne marche jamais, les interdits. C'est en lui l'aidant à manger mieux et meilleur, à choisir mieux ses aliments, à être plus vers 80% de végétal et 20% de produits animaux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous sommes à 80% de produits animaux, d'une manière générale, statistique, et 20% de produits végétaux. Ben, il faut inverser. Plus de fruits, plus de légumes, plus de légumineuses. Augmenter le végétal, ça ne veut pas dire devenir un vegan, un taliban du végétal, mais il ne faut pas se moquer de ces personnes qui passent du régime McDo brutalement et qui disent, ça y est, maintenant j'ai compris, je ne veux plus prendre des produits animaux, donc je ne veux plus un seul gramme de fromage, je ne veux plus un seul gramme de viande, je ne veux plus de poisson, je ne veux plus de miel parce que ça vient des produits animaux, c'est l'abeille, enfin, c'est exagéré, mais il faut les laisser faire pendant une année, parce qu'au bout d'une année, les réserves sont épuisées. Alors la libido tombe dans les chaussettes, vous me suivez. Alors on n'arrive plus à faire un bébé, n'est-ce pas? Bon, alors à ce moment-là, ben, ils comprennent, alors ils reprennent un peu d'œuf à la coque, ils reprennent un petit peu de fromage de chèvre, de brebis ou un bon Saint-Nectaire. Bon, ça revient. Il ne faut pas interdire. Je pense que les interdits ne sont pas bons, nous sommes tous un peu des enfants, et quand vous interdisez quelque chose à un gosse, c'est la meilleure façon pour qu'il le fasse. Bon, eh bien nous fonctionnons de la même façon. Alors, on a vu les produits laitiers. Passons maintenant à un deuxième élément qui est le pain. Alors le pain, vous avez tous entendu parler du problème du gluten. Alors c'est quoi le gluten? On est en train dans notre pays de nous dire au fond, il y a des allergies au gluten, il y a des intolérances au gluten, eh ben, notre beau pays n'aura plus de blé, on ne pourra plus manger du pain, etc. Parce qu'on est tous malades avec le mauvais gluten. Vous voyez, j'ai bien dit mauvais gluten. Le mauvais gluten, ça veut dire quoi? Gluten d'abord, ça veut dire glu, c'est la colle, n'est-ce pas? Et gluten, ce sont des protéines qui sont nombreuses. Il y a des gliadines, des gluténines pour ceux qui sont un peu spécialisés. Et on sait déjà qu'il y a des pathologies rénales, par exemple, qui sont liées aux excès de pain. Quand vous voyez quelqu'un qui vient vous voir avec une tumeur du rein, bon, qui est malheureusement assez souvent un cancer, vous interrogez et vous vous rendez compte que cette personne, elle vous dit « j'adore le pain ». J'adore le pain, ça veut dire j'en consomme beaucoup, quoi. Ben là, c'est une erreur. En plus du pain blanc. Non, parce que le pain blanc, ça se comporte comme du sucre. Si je vous donne 100 grammes de pain blanc à consommer et 100 grammes de sucre saloué à consommer,
Hein, et puis je suis dans votre sang, le taux de sucre dans le sang, j'ai exactement la même courbe. Or, des 100 grammes de vos pains blancs, vous ajoutez la confiture.